Donc voilà, dans un premier temps, ce que j'aurais voulu que tu nous détailles, c'est ton parcours de joueur, mais en jeune. C'est-à-dire à quel âge tu as commencé, dans quel club tu as commencé, les divisions dans lesquelles tu as joué, jusqu'à arriver en espoir et, jusqu'à ton premier contrat pro. Voilà, si tu peux essayer de nous détailler ça. Alors, moi déjà, je suis né à Corbeil-Essonnes, en région parisienne, dans le 91. J'ai grandi à Corbeil-Essonnes et j'ai signé ma première licence dans un club, une association des Portugais de Corbeil, ça s'appelait l'ancienne AOP. Donc c'était un club associatif qui jouait vraiment au plus bas niveau en région parisienne. J'ai fait une année là-bas et je me suis fait remarquer par le club qui à l'époque était le plus gros dans la ville et un des meilleurs clubs dans l'Essonne, qui était l'AS Corbeil-Essonnes, qui avait l'équipe première qui jouait en 3e division à l'époque quand j'étais encore petit, qui avait toutes ces équipes de jeunes pratiquement en DH, voire les cadets nationaux. Donc j'intègre le club en pupille. À l'époque, donc la catégorie c'était pupille, c'était l'équivalent de U13 maintenant. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au football. Donc j'ai fait catégorie U13, enfin pupille minime cadet, U13, U15, U17, jusqu'à espoir, junior. Et jusqu'à senior à Corbeil. Entre-temps, j'ai arrêté le foot à un moment et pendant une année. C'était après mon année de minime. Parce que je me plaisais plus au club, parce que je jouais pas trop. Et ça m'embêtait d'être remplaçant parce que l'éducateur qu'il y avait à l'époque préférait faire jouer des grands costauds. À l'époque, c'était l'époque des grands gabarits. Il fallait être grand, costaud, être rapide. Et moi, comme mon développement au niveau de ma croissance était encore moyen, j'avais pas assez grandi, j'étais encore petit, je jouais pas souvent, donc j'en avais marre de pas jouer, parce que mon plaisir c'était de jouer le week-end. Et donc j'avais arrêté pendant un an le football. Ça m'avait un peu dégoûté du football, et donc je jouais dans le quartier en futsal avec les activités dans le quartier. Et c'est une année après qu'un éducateur qui avait repris la catégorie cadette avait entendu parler de moi et m'avait vu à un tournoi interquartier et m'avait récupéré pour reprendre le football à Corbeil. Et de là, je suis reparti. Du coup, je jouais, donc je prenais plus de plaisir. Et de là, j'ai fait catégorie cadet, junior. Et en junior, j'ai intégré l'équipe première avec notamment Rudy Garcia, qui est maintenant à l'Olympique Lyonnais, qui venait d'arrêter sa carrière de joueur professionnel, qui venait d'intégrer le club parce que son père travaillait à la ville de Corbeil-Essonnes. Et donc lui, il a donné un nouvel impact au club parce qu'il faisait jouer quelques jeunes. Il avait l'ambition de faire remonter le club parce que le club était redescendu en DH et qu'il était à 2 doigts de descendre. Et lui a repris, il faisait entraîneur-joueur et de là, il m'a intégré en équipe première et il m'a donné ma première chance de pouvoir jouer à un certain niveau et il m'a fait grandir en tant que joueur parce que déjà d'une, il m'a fait confiance, il m'a fait jouer très jeune. Je crois que j'avais 18-19 ans et je crois que j'ai fait 2 ans avec lui. On est monté en CFA2. On a fait la CFA2 et derrière on était à 2 doigts de monter en CFA. Du coup lui part à Saint-Étienne et du coup là il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont partis dont moi et c'est là que je me fais recruter moi par le Racing de Paris à l'époque qui était en national. Avec l'entraîneur c'était Lavnizac qui est connu dans le milieu du football et de là j'intègre l'équipe première qui est en national. Je dois avoir 22 ans et je fais mon année en national et j'ai de la chance parce que, en fait, comme quoi le football c'est aussi un concours de circonstances. Je tombe sur une génération qui est extraordinaire parce qu'il y a des anciens pros qui intègrent l'équipe, comme Antoine Comboiré, Jean-Luc Vasseur, il y avait Lima, il y avait comment il s'appelait, Laniaoui, il y avait Mota, Valkyr Mota. Donc il y a beaucoup d'anciens pros, plus quelques jeunes du centre de formation du Racing, en tout cas des jeunes du Racing. Et on était à 2 doigts de monter en 2e division puisqu'on loupe la montée en 2e division à la dernière journée. Donc moi je fais une super saison, c'est là où un peu j'explose. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant j'avais fait beaucoup d'essais dans des clubs pro grâce à Rudy Garcia. J'ai été à Lille, j'avais été à Châteauroux, Bastia, non pas Bastia, Lille, Châteauroux, Caen, Guingamp, Red Star qui était à l'époque en Ligue 2. Et aucun club ne me prend quand je suis à Corbeil parce qu'il me trouve trop vieux. Et l'année que je fais en national, après j'avais tous les clubs pratiquement de Ligue 2, voire de Ligue 1, à part les très gros qui étaient intéressés. Donc du coup, il y a le Toulouse Football Club qui est intéressé par moi, qui était en Ligue 1. On ne savait pas s'ils allaient descendre en Ligue 2 encore, c'était Alain Giresse l'entraîneur. Et donc je suis séduit par le discours, parce que déjà c'était Alain Giresse, donc moi en jeune, c'est le carré magique, c'est l'équipe de France.
Et lui me propose un bon projet. Au lieu de me faire signer 1 an ou 2 ans, comme quand tu as 22 ans, ils ont peur de prendre des risques, il me fait signer 4 ans. Et donc je signe à Toulouse et là c'est de là que j'ai signé mon premier contrat pro. À partir de quel âge tu as voulu devenir pro? Mais je pense que ceux qui rêvent d'être pro, notamment moi, je pense que tu as ce rêve depuis tout petit. Moi en tout cas c'était depuis tout petit. Et je ne sais pas pourquoi, malgré toutes les difficultés, malgré quand j'étais en amateur, malgré quand j'avais 19-20 ans que j'allais à la fac et que je travaillais l'été pour faire des petits boulots pour payer mon permis, j'étais persuadé que je serais professionnel. En tout cas, j'étais persuadé que je donnerais le maximum pour y arriver. Et donc depuis tout petit, mais j'y ai toujours cru malgré les barrières et malgré que même l'âge à un moment donné te rattrape et tu peux avoir des doutes pour essayer de te réorienter. Moi, j'ai pas lâché l'affaire. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à intégrer l'université, ma première année, j'allais plus aux amphis et je me suis donné une année complète pour me donner le plus de chances possible pour pouvoir gratter un contrat professionnel. Et c'était ma dernière année à Corbeil-Essonnes d'ailleurs. Et du coup, j'ai toujours rêvé d'être pro. J'ai jamais lâché l'affaire pour devenir pro. Et après, il faut de la chance. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance, moi, à un moment donné, comme je l'ai dit précédemment, avec les rencontres, avec des petits coups de pouce du destin, de pouvoir signer pro. Mais moi, depuis gamin, j'ai toujours rêvé d'être professionnel. C'est à partir de quel âge tu t'es rendu compte que c'était possible? Je pense que où je me suis vraiment rendu compte que c'était possible, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je pense que c'est grâce à Rudy Garcia. C'est pour ça que des fois, il y a des rencontres. C'est que cet homme, et moi je suis issu d'un quartier populaire, et à un moment donné, même si je rêvais d'être professionnel, à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, tu as la limite d'âge, tu as le fait que tu dises à un moment donné, tu joues en CFA2 ou en DH, faut arrêter de rêver. Mais ce gars-là, à un moment donné, à l'entraînement, il me fait une réflexion un jour parce qu'il bossait pour Canal, pour le kiosque, il faisait les matchs le week-end, des fois le samedi, et donc on avait match le dimanche. Et après un match où il avait vu Guingamp à l'époque jouer, le lendemain, il vient me voir avant un match, il me dit, tu sais, avec les qualités que tu as, je suis persuadé que tu peux jouer en pro, tu peux être professionnel. Et au début, je pensais qu'il me faisait ça pour me motiver pour le match qui arrivait. Et en fait, il m'a quand même donné ce déclic où de me dire, attends, s'il me le dit, lui c'est un ancien pro, il voit les matchs le week-end et il me le dit, je pense que c'est possible. Et puis après, c'est aussi le niveau, comme je faisais vraiment la différence en CFA2, en DH, parce que je jouais à l'époque attaquant et je mettais des buts. Et je me disais, putain, mine de rien, le niveau, tu couperas le truc. Donc je reprends. Donc le week-end, je mettais des buts et je me disais, c'est possible, j'ai le niveau déjà en CFA2, je suis capable de faire des différences, donc je peux aller voir plus haut. Et du coup, avec la phrase de Rudy Garcia et mes performances sur le terrain, je me disais, le rêve, il est peut-être possible. Tu peux me dire l'évolution de tes postes depuis que tu as commencé jusqu'à devenir pro? Parce que quand tu étais pro, tu étais latéral. J'ai fini latéral. Non, quand j'ai signé pro, j'ai signé comme attaquant. D'accord, alors est-ce que tu peux retracer l'évolution de tes postes jusqu'à arriver en haut, on va dire? Alors moi, l'évolution de mes postes en jeune, je jouais souvent ou au milieu de terrain numéro 10, parce qu'à l'époque, on jouait beaucoup avec des numéros 10. Donc j'étais le fameux numéro 10 ou couloir. Et en fait, arrivé en senior, commençais à jouer attaquant. Donc j'étais attaquant à Corbeil-Essonnes quand on est monté en CFA2, quand j'étais en DH. Et je suis recruté au départ au Racing pour jouer attaquant. Et en fait, quand j'arrive au Racing, le coach de l'époque, Lavnisak, il avait 2 attaquants qui étaient expérimentés. Il a commencé à me mettre couloir, donc je jouais couloir droit, après couloir gauche. Et en fait, quand je signe à Toulouse, je signe comme couloir droit ou couloir gauche, mais la préparation, elle se passe tellement bien que Alain Giresse, il pense que je peux jouer attaquant. Et en fait, mon premier match en pro, je joue attaquant. Et en fait, mon premier match en pro, j'ai pas été bon attaquant. Et du coup, Alain Giresse me dit, je pense que tu es meilleur couloir que attaquant. Et en fait, à Toulouse, j'ai toujours joué couloir gauche, couloir droit. Et en fait, ça arrive à Ajaccio, où avec Roland Courbis, on a une réunion et quand il me recrute, il me dit, moi, je pense que tu seras plus à l'aise latéral droit et tu feras une meilleure carrière latéral droit. Alors au début, j'étais contre, j'étais pas du tout d'accord. Mais bon, comme j'étais quelqu'un de discipliné, j'ai dit, on va essayer, puis on verra. Et puis en fait, à l'arrivée, c'est vrai qu'à Ajaccio, j'ai joué souvent latéral droit, même si de temps en temps, ils pouvaient m'utiliser couloir. Mais j'ai fini latéral droit, très offensif, parce que je défendais pratiquement pas. Mais j'ai joué latéral droit à Ajaccio. Et en fait, je suis recruté à Santander en Espagne, grâce à ce poste de latéral droit. Et pour donner une anecdote, c'est que je pense qu'en équipe nationale en 2004, si j'avais été joueur de couloir, je pense que j'aurais pas joué titulaire, parce qu'il y avait des joueurs plus talentueux que moi, comme Jawed Zairi, Youssouf Hadji, il y avait Mokhtari, il y avait Moha, donc il y avait du beau monde.
Et je pense qu'en fait, j'ai tiré mon épingle du jeu grâce à ce poste-là, du fait qu'en équipe nationale, après, je jouais latéral droit. Ça m'a offert l'opportunité de jouer beaucoup de matchs, faire beaucoup de sélections grâce à ce poste-là. Et après, en fait, plus les années avançaient, plus après j'ai évolué parce qu'il y a des entraîneurs des fois qui m'ont utilisé milieu défensif, latéral gauche. Je crois que j'ai fait un match défenseur central. Donc après, j'étais polyvalent. Mais mon poste, en fait, j'ai fini latéral droit. Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après toi, entre toi, qui a fini pro, et tes ex-coéquipiers qui n'ont pas fini pro? Les gars avec qui tu étais, qui peut-être étaient plus talentueux et tout, mais... Pour moi, la différence pour arriver au haut niveau, pour être professionnel, et la différence qui est faite entre un joueur qui est talentueux à la base, comme on en a connu nous beaucoup dans nos quartiers, hein, des joueurs, moi je me rappelle même quand j'étais en équipe première à Corbeil ou quand j'ai signé au Racing, il y a des mecs même au quartier, ils disaient « Ah Walid, un tel il est meilleur que toi, il est trop fort, on ne comprend pas ». Moi je pense que c'est le mental, il n'y a pas d'autre remède, c'est le mental qui fait la différence. Au haut niveau, pour signer professionnel, tu as beau avoir du talent, si tu n'es pas fort mentalement, tu passes pas. Et moi je pense que la différence que j'ai faite avec tous ceux qui étaient plus talentueux que moi, que ce soit dans le monde pro ou au sein du quartier ou au sein de mon club à l'époque à Corbeil, c'est ma détermination mentale. J'étais un acharné, j'étais un malade de travail et j'étais, on va dire, enfin je me suis moi programmé pour réussir et j'étais prêt à tout pour réussir. Donc moi je me suis fait des séances en plus. Je m'entraînais jusqu'à tard le soir, je me levais tôt le matin, j'étais capable de me lever à 6 h du matin pour aller courir, pour travailler mon cardio. J'étais capable après un entraînement de revenir au quartier, d'aller faire encore 1 heure de futsal avec les gars pour encore travailler. Et ça, ceux qui avaient du talent plus ou moins dans mon quartier, ils n'étaient pas capables. Et puis après, tu as aussi les fréquentations, ça fait aussi la différence. Moi, il y en a beaucoup qui étaient peut-être plus talentueux sur le plan technique que moi, mais ils ont choisi le mauvais chemin, ils préféraient aller fumer avec les copains ou aller faire des soirées ou la veille d'un match aller en boîte de nuit pour s'amuser alors que moi j'étais déterminé. Moi la veille d'un match, même en DH, j'étais déterminé à faire un bon match le lendemain, je me couchais tôt, j'étais pas là pour rigoler. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence, en tout cas avec le recul aujourd'hui. Est-ce que quand tu étais petit, jeune, est-ce que tu étais suivi par quelqu'un, un parent, un frère, un agent? Deuxième question, est-ce que tu penses, oui ou non, hein, après, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire? Est-ce que c'est déterminant? Et pourquoi? Écoute, moi quand je joue au football, mon père il n'est jamais venu me voir, à part quand j'ai commencé en senior. Il venait de temps en temps voir les matchs, ça ne l'intéressait pas de venir me voir et il n'aimait pas trop le football. Donc c'était pas quelqu'un qui était omniprésent et qui me dérangeait pour le football. J'avais mon grand frère par contre, qui est plus grand que moi de 3 ans, qui lui est un passionné de football, adorait le football, c'est lui qui m'a fait signer ma première licence, qui lui, pas me suivait, mais suivait mes performances, venait voir mes matchs, commentait mes matchs, me disait ah, t'as été bon, t'as pas été bon, mais sans trop impacter sur mes performances ou sur mes choix, parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité de faire les choix à ma place. Mais c'était quelqu'un qui me suivait, qui m'apportait du soutien, qui croyait en moi. Par rapport à ce que tu m'as demandé, je pense qu'aujourd'hui, le football a changé. Il y a beaucoup d'intérêts économiques et il y a beaucoup de clubs et il y a beaucoup d'intérêts extérieurs par la mainmise des managers qu'il y a maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de gamins qui sont suivis très jeunes. Dès l'âge de 11 ans, les gamins sont repérés par les recruteurs des clubs et par les agents aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut être bien accompagné surtout, parce que la vraie raison qu'il y a à être suivi, c'est que les personnes qui t'aident sont là pas pour un intérêt économique, mais pour un intérêt de te faire grandir, de te faire évoluer. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les intérêts qu'il y a économiques dans le football, il y a beaucoup de parasites ou de gens qui viennent se greffer à un jeune talent par l'appât du gain et pas par l'épanouissement du gamin ou l'épanouissement de la famille ou pour bien les conseiller. En général, il y a un intérêt personnel dans l'intérêt personnel du gamin. Et ça, moi, je le vis par le fait que je connais beaucoup de monde qui me raconte ce qui peut se passer chez certains gamins, chez certains parents qui aujourd'hui voient la poule aux œufs d'or vis-à-vis de leur fils et voient une voie de sortie économique ou une voie de réussite sociale par la réussite de leur gamin. Alors moi, mon expérience me fait dire que souvent les gamins qui ont été pollués
par ces environnements. En général, ils n'ont pas fait une grande carrière. Et en général, même s'ils ont fait une bonne carrière, en général, les familles, elles ont explosé, où il y a eu beaucoup de soucis aux alentours, ce qui est dommage. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux gamins, c'est surtout de prendre le bon conseil des gens qui n'ont pas d'intérêt économique vis-à-vis d'eux et qui ont envie qu'ils réussissent d'abord sportivement et qu'ils s'épanouissent. Mais après, ça c'est rare, c'est dans le feeling, c'est dans la famille, par qui tu es encadré. Est-ce que c'est des gens qui connaissent le milieu? Est-ce qu'ils ne connaissent pas le milieu? Il faut qu'ils s'encadrent par quelqu'un qui connaît le milieu. C'est très compliqué. Honnêtement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et pour la famille, pour ne pas leur lancer la pierre, parce que faire le bon choix, on ne sait jamais, parce que les gens, en général, ils cachent bien leur jeu. Et par le gamin, parce qu'il est petit et qu'il ne sait pas où est-ce qu'est le bien. Est-ce que la personne qui vient le contacter veut son bien ou pas? Et par les clubs aussi, parce qu'ils ont des intermédiaires et qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire aussi. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile pour les gamins dans le football d'aujourd'hui. As-tu une période de doute en jeune? As-tu arrêté temporairement le foot? Pourquoi? Ça, on en a déjà parlé. Ouais. Et quels conseils tu peux donner aux jeunes qui vivent ça? Un doute, une difficulté. Moi, j'avais arrêté une année, je crois que c'était après Minimes, c'était ça, parce que ça me plaisait plus, je jouais plus, le rapport au football m'avait un peu dégoûté aussi, parce que sur la compète, et j'avais décidé d'arrêter, ça me plaisait plus d'être en club. Et je suis revenu par le biais d'un hasard d'un éducateur qui est revenu, mais avec le recul, j'aurais jamais dû arrêter, ceci dit en club, parce que mine de rien, je prenais quand même du plaisir à être avec mes copains. Et le conseil que j'aurais à dire aux gamins, c'est d'abord, quand on est jeune, avec le recul, il faut d'abord prendre du plaisir de jouer au football. Pas de gagner, mais de jouer au football, d'être en groupe, de progresser, de travailler ensemble, quitte à descendre de division. De temps en temps, souvent, on veut bien sûr joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire prendre du plaisir, mais jouer au plus haut niveau régional ou national. Alors que des fois, même jouer à un bas niveau, être sûr d'être titulaire, mais progresser parce qu'on joue tous les week-ends, avoir une vie de groupe et être heureux, parce que la réalité c'est d'être heureux, d'attendre le match du week-end, de s'entraîner toute la semaine avec des copains et de savoir qu'on va prendre du plaisir, je pense que c'est le plus important quand on est gamin. Après, quand on veut faire vraiment de la performance et qu'on voit qu'on a été recruté pour ça, ok, mais quand on voit par exemple à 13, 14, 15 ans, même jusqu'à 16 ans, qu'on joue pas, vaut mieux descendre de division, prendre du plaisir, choisir un club peut-être plus familial pour prendre du plaisir. Je pense que c'est peut-être la solution, c'est le conseil que j'aurais peut-être à donner à certains jeunes qui ont arrêté le football parce qu'ils étaient pas heureux. C'est qu'il y a beaucoup de clubs maintenant, même associatifs, même du futsal, changer, pas forcément faire du foot à 11, faire du futsal, ou pourquoi pas aller changer de sport aussi. Mais en tout cas, garder le contact avec un groupe, c'est important. Quel était ton gabarit en jeune? Est-ce que c'était un atout ou un handicap? Moi, mon gabarit, c'était un handicap. Parce que moi, j'étais vraiment tout petit, mais quand je dis tout petit, limite avec un déficit de croissance. Et en fait, c'était un handicap parce que justement, en club, il y avait des joueurs plus rapides, plus grands. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un avantage parce que ça m'a permis de développer d'autres choses dans le rapport au physique justement de l'adversaire, puisque je jouais avec des mecs plus grands et même au quartier, je jouais avec des mecs plus grands. Et donc forcément, mon corps, l'intelligence de jeu a développé, le rapport à éviter l'affrontement, l'esquive, gagner en vivacité. Et d'ailleurs, du coup, dès que j'ai grandi d'un coup, parce que ma croissance, je l'ai eu pratiquement sur 1 ou 2 étés, et d'un coup, je suis devenu un joueur très rapide, très tonique et très coordonné. Donc je pense que ça a un rapport justement avec ma petite taille au départ, qui fait que quand après j'ai grandi, j'avais pas de problème aussi non plus de coordination, j'étais pas lent. Donc je pense que c'était un handicap au départ, mais ça a été un grand avantage après. Alors, est-ce que tu as fait des essais quand tu étais jeune dans des clubs, même un petit peu plus âgé? Comment tu as géré le stress et comment tu as géré l'échec après le test, s'il y a eu échec? Alors moi, les essais que j'ai faits, je les ai faits surtout quand j'étais enseignant. Enfin, quand j'ai débuté enseignant, c'est vrai que j'ai fait les essais dans les clubs pro. Et c'était des échecs à chaque fois. Donc, on me trouvait trop vieux alors que j'avais 20 ans. Donc je le vivais mal parce que je comprenais pas. Je comprenais pas qu'à 20 ans, on me dise que je suis trop vieux. Mais en fait, maintenant que je connais un peu le système, c'est vrai qu'à 20 ans, pour un club professionnel, parier sur un joueur amateur qu'ils n'ont pas formé, c'est compliqué pour eux. Mais en fait,
quand tout à l'heure je parlais de détermination mentale, à chaque fois ça m'a encore plus donné envie de me surpasser, de ne pas lâcher. Parce que mine de rien, j'étais pas pris, mais ça me donnait quand même une semaine dans ces clubs-là où je voyais le niveau aussi. Et en fait, en voyant le niveau, je comprenais pas qu'on me prenne pas parce que j'avais quand même la lucidité et l'honnêteté de me dire que j'étais pas si mauvais que ça pour pas qu'on me prenne. Donc j'avais quand même cette réflexion de me dire si on m'a pas pris, c'est sûrement pour mon âge et pas pour mes qualités. Et donc il fallait pas abandonner parce que l'opportunité elle viendrait peut-être ailleurs. Et donc à chaque fois, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'essais. Même si j'étais pas pris. Souvent, plus les essais ils avançaient, plus je me rapprochais de la signature quand même. Souvent c'était on aimerait bien le revoir. On va le suivre. Qui joue encore dans son club cette année, on va envoyer notre recruteur. Donc je voyais que l'idée avançait, que en fait j'étais pas si loin. Donc en fait oui, c'était dur à chaque fois parce que tu prends un coup de bambou sur la tête parce que c'est quand même un échec, on peut dire. Quand on te dit non, ça reste un non. Mais je rebondissais vite pour me dire ce sera un oui plus tard. Et après ça part toujours dans la réflexion, dans la détermination mentale, dans la force de pas lâcher. Et qui est intrinsèque, hein. C'est chacun est comme il est, hein. Il y en a qui ont envie d'abandonner. Moi, ça m'a toujours motivé à ne pas lâcher. Si tu te croisais là, toi Walid, quand tu avais 15 ans, tu te croisais Walid à 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Enfin, footballistiquement parlant. Je lui dirais lâche pas, tu vas y arriver. Je lui dirais ce que m'a dit Rudy Garcia. Je pense que tu as les qualités pour être pro, donc ne lâche pas. Mais ne lâche pas, tu es fort mentalement et tu vas réussir. Et ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu peux nous donner ton ou tes conseils techniques, tactiques, personnels pour les jeunes qui jouent à ton poste, donc au poste de latéral? On va plus rester. Ouais, reste sur latéral, c'est mieux. Ouais. Alors le poste de latéral, en plus aujourd'hui, maintenant, c'est un poste qui est vraiment très demandé. Par rapport à mon époque. À mon époque, il y en avait beaucoup. C'était souvent les joueurs laborieux d'ailleurs qui comblaient le poste. Aujourd'hui, moi, le poste, il ira encore mieux par rapport aux qualités que j'ai aujourd'hui parce que c'est ce qu'on demande encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un latéral droit aujourd'hui, c'est un joueur offensif qui apporte du surnombre dans son couloir, qui a une très bonne qualité de centre, qui a une bonne qualité de relance, qui doit aller très vite sur les premiers appuis, qui doit être bon défensivement. Donc, c'est un joueur qui doit être complet. Et aujourd'hui, on regarde bien même avec les grands clubs, c'est souvent des anciens attaquants qui jouent à ce poste-là. Donc mon conseil, c'est déjà il faut aller très vite, il faut avoir une bonne qualité technique, une très bonne qualité de centre et puis surtout il faut avoir une très bonne VMA pour pouvoir répéter les efforts dans le couloir et à haute intensité. Et je pense que déjà si on regroupe certaines de ces qualités, on peut jouer à ce poste-là, mais si on les regroupe toutes, je pense qu'on peut être un joueur de très très haut niveau et on peut faire une très belle carrière grâce à ces qualités-là. Donc souvent le conseil que moi je donne surtout à mes joueurs aussi, c'est que des joueurs qui ont ces qualités-là et qui ne peuvent pas exploser au poste d'ailier, c'est de très vite se reconvertir à ce poste-là. Parce que quand on voit en plus les prix des transferts et les clubs, comment ils peuvent être à la demande de ce genre de poste, eh ben je pense que c'est une bonne revanche sur un poste où on ne peut pas exploser, de pouvoir exploser à un autre poste qui n'était pas le nôtre au départ. Donc voilà, je pense que c'est un poste d'avenir, les postes de latéraux. Je reviens dessus. Moi, je t'avais vu jouer un peu à l'époque. Moi, je suis un peu plus âgé que Hassan. C'est vrai que toi, tu étais quand même un peu avant-gardiste. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, tu montais beaucoup. Mais moi, ça m'a posé un problème à mon époque pour aller dans les gros clubs. À gauche, t'étais? Non, à droite. Par exemple, moi, une année, je dois revenir à Rennes. Ouais. Je suis à Santander, ça se passe pas très bien. Je dois revenir à Rennes. Ouais. Et à Rennes, ils me prennent pas parce qu'ils disent ouais, mais c'est pas trop un latéral. Il fait que monter. Ah ouais, c'était. Tu vois, il fait que monter tout le temps devant. Est-ce qu'il défend bien, tu vois? Courbis qui fait latéral. Ouais. Mais Courbis, il n'a pas un problème avec les latéraux qui montent trop, lui. Non, moi au contraire. Moi, honnêtement, il m'a changé ma carte. Moi, il me disait, tu calcules pas, tu montes, tu y vas, laisse ton couloir. Et il faisait toute la tactique par rapport à moi, c'est-à-dire qu'il mettait un arrière gauche qui monte pas beaucoup, et il disait, écoute, toi tu restes, t'as pas à monter, tu laisses, c'est Wall qui nous fait la diff. Et du coup, moi, j'ai beaucoup progressé grâce à ça, parce qu'après, même en équipe nationale, c'est moi le jeu il sortait de mon côté droit. Parce que j'étais capable de dribbler même de derrière, de mettre des passes longues, de partir de derrière. Aujourd'hui, souvent j'allume même mon staff. Je dis, moi aujourd'hui je jouerai, je serai au Real de Madrid. Tu vois, pour les allumer, je dis, il y a tellement pas de latéraux. Et regarde, tu prends un mec comme Hakimi aujourd'hui. Tu prends Hakimi, il me fait penser à moi. Bon, il est meilleur que moi, attention. Mais il fait penser à moi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop défendre,
Mais il est tellement offensif, puis il est capable de répéter les efforts. Et il va à 2000. Moi, ma qualité, c'est que j'allais très vite. Et il va à 2000. Et ben regarde, lui, il est à Dortmund, il a 20 ans, il va jouer au Real de Madrid pendant 10 ans. Et avant ça, on aurait dit non, c'est pas un vrai défenseur, on peut pas. Hakimi qui réussisse aujourd'hui, c'est pas hyper choquant, mais toi, oui. À l'époque, c'était pas. Oui, mais ça dérangeait. Ça dérangeait, tu vois. Moi, après, on me disait quoi? On me disait, ouais, mais si tu joues avec Regragui, il faut jouer à 3 derrière. Tu vois, parce que tellement il monte. Ouais. Quand tu étais en pro, qu'est-ce que tu travaillais le plus à l'entraînement? Mais soit en plus de l'entraînement, est-ce que c'était la muscu, ton pied faible, ta vitesse, tes notions tactiques? Qu'est-ce que tu travaillais le plus en dehors des entraînements pour que tu… Moi, mon physique, parce que mine de rien, j'ai beaucoup souffert d'être venu du monde amateur et pas d'avoir fait de formation, parce qu'athlétiquement, je n'étais pas habitué à accepter la charge de travail qu'il y avait en pro. Je n'étais pas habitué, donc c'est pour ça que je me suis blessé souvent aussi dans ma carrière, musculairement. J'ai beaucoup travaillé les gammes parce qu'en fait la vraie technique dite de centre de formation je l'avais pas. J'ai la technique de la rue, j'étais capable de dribbler dans des petits espaces, mais la vraie technique, les surfaces de pied, les centres, les transversales, j'avais pas de pied gauche. J'ai beaucoup travaillé mon pied gauche. J'ai une anecdote au Racing avec l'Avnisac qui m'a fait faire des transversales pied gauche à en pleurer tellement j'avais la haine parce qu'il m'allumait devant tout le monde. T'as pas de pied gauche, t'as pas de pied gauche. Il me disait tu refais. Donc je revenais travailler mon pied faible jusqu'à que quand j'ai signé à Toulouse, j'avais un pied gauche. D'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez, l'Avnisac, d'avoir été sur mes côtes pendant ce temps-là. Donc les gammes. Et contrôle passe. Tu vois, souvent, je le dis à mes joueurs, on pense que ça ne sert à rien, mais c'est tellement important parce que c'est comme un pianiste. Avant de jouer, tu es obligé de répéter tes gammes. Et en fait, les gammes, c'est la technique. Ça paraît rien, mais refaire contrôle passe, des transversales, des passes longues, ça, j'ai beaucoup travaillé, avant, après l'entraînement. Et après, c'est surtout sur le côté athlétique que j'ai beaucoup travaillé. Entre quand j'ai signé pro et quand j'ai terminé pro, je pense que j'ai dû prendre 7 kilos de masse musculaire. Donc, c'est qu'on a beaucoup bossé entre-temps. Est-ce que tu peux donner quelques conseils ou un conseil à un jeune qui est aux portes du monde professionnel, mais lui donner un conseil sur le monde pro? C'est-à-dire parce qu'il y en a qui arrivent, quand ils découvrent le monde pro, il lâche tout. Pourquoi? Parce que il découvre ce monde qui est très cruel, très requin. Et d'un point de vue mental, ils ne seront pas prêts, tu vois. Donc, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est aux portes du monde pro, qui ne s'attend pas à monts et merveilles, peut-être, je sais pas. Je dirais pas que c'est cruel. En fait, le monde pro, il y a pro, donc c'est un travail. Et quand tu rentres dans le monde pro, voilà, comme tout travail, il y a des objectifs, les gens attendent de toi et puis il y a de la concurrence. Donc ça, il faut s'y attendre. Mais la concurrence, je pense qu'elle y est tout le temps. Depuis gamin, comme on disait dans la catégorie de jeunes, des gens te mettent en concurrence. Le plus important que le conseil que j'aurais à donner aux jeunes quand ils signent leur premier contrat professionnel, c'est qu'en fait, ils n'ont rien fait. Que s'ils pensent que parce qu'ils ont signé un contrat professionnel, ils vont faire une carrière, ils se trompent complètement. En fait, moi, j'ai la chance quand je signe à Toulouse, et c'est pour ça que je parle de rencontre. Je tombe sur William Prunier, qui a joué donc à Auxerre, à Marseille, à Naples, qui a fait une pige d'un mois à Manchester United, international français, qui était en fin de carrière. Et je venais donc de signer mon premier contrat pro, et je m'en rappellerai toujours. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des anciens. Il me dit, t'as signé combien d'années? Je lui dis 4 ans. Il me dit, t'as rien signé du tout. Et je comprenais pas. Et je dis, comment ça, j'ai rien signé? Si, j'ai signé 4 ans. Il me dit, je te dis que t'as rien signé du tout. Je dis, mais comment ça? Je te montre mon contrat si tu veux. Il me dit non. Il me dit, tu seras professionnel le jour où tu auras joué 100 matchs en pro. Là, moi, je te considérais comme un professionnel, un vrai joueur. Et quand tu auras fait 100 matchs en Ligue 1, là, je dirais que tu es un vrai joueur de Ligue 1. Quand tu auras fait 100 matchs en Ligue 2, je dirais que tu es un joueur de Ligue 2. Donc, le papier ne veut rien dire. En fait, c'est les performances, c'est être régulier et c'est travailler pour arriver à cette étape-là. Donc, en gros, le conseil que j'ai à dire, c'est quand tu signes pro, fais tes 100 matchs et après, je te considérais comme un pro. Ouais, quand j'avais gagné et quand surtout j'avais marqué. Le problème, c'est que dès que tu es gamin, on t'apprend que tu es performant que quand tu as donné une passe D ou tu as marqué. Alors encore plus maintenant. Nous, à l'époque, c'était plus la passe D, passe décisive. Je me rappelle, à l'époque, c'était valorisant de faire une passe de but. C'était même plus valorisant que de marquer. On disait souvent qui a donné le ballon de but. Aujourd'hui, la performance, elle est que sur le but. Mais moi, j'étais content de mon match, ouais, quand j'avais marqué. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve que ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, j'étais comme tous les gamins. Quand tu es gamin, la vérité, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu aimes quand tu marques, quand tu as donné un ballon de but, quand tu es décisif en fait, parce que tu te sens important.
C'est là que je pense que le rôle de l'éducateur il est important. De faire comprendre qu'en fait le projet commun il est plus important que la performance individuelle. Sans parler même de victoire. Hein. Tu vois, c'est par exemple avoir un projet commun, de faire un bon match en commun, de s'être battu jusqu'au bout, d'avoir posé des difficultés à l'équipe adverse, de la manière d'avoir préparé le match, d'avoir plus ou moins réussi. Aujourd'hui, malheureusement, et ça ne changera pas, hein, il y a peu d'éducateurs qui vont voir le football de cette manière. Mais je pense que chez les jeunes, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce football-là, il faut le voir de cette manière-là, d'avoir un projet commun et de prendre du plaisir à faire ça. Et le rapport individuel, je pense qu'aujourd'hui, avec cette génération et le monde comme il évolue, je pense que ce sera compliqué de leur retirer, mais on peut y arriver avec du bon boulot, je pense. Pour toi, tu estimais que tu avais fait un bon match